Mort à la Pavréguerre. Drame en un acte de Catherine Cazalet, extrait. 23 août 2010, vallée de Bedraou, Afghanistan. Adjudant, 2 de vos hommes sont beaucoup plus bas. Un, la tête explosée. L'autre semble endormi, dos au sol. Aurélien s'assoit sur la chaise que lui avance Anya. Anya reste debout, à demi tournée vers la fenêtre du séjour. Avant de grimper les 2 derniers mètres, je dis 2, mais peut-être qu'il y en a 3 de mètres. Rudy se plantait devant l'acacia. Un robinet, affirme le jardinier de la mairie. Un robinet est, paraît-il, monsieur, un faux acacia. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Sinon que Rudy, avant de franchir la porte de l'immeuble, il s'arrête près de l'arbre, comme vous tout à l'heure. Enfin, je veux dire qu'il s'y arrêtait. Parce qu'il est mort, Rudy. Mort à la Pavréguerre. Là-bas, dans les montagnes d'Asie centrale, si loin de la mer. Votre frère, le lieutenant. Kaplan. Abel Kaplan. C'est un prénom chargé, Abel. Et vous, comment vous appelez-vous? Aurélien. Je parle, et j'en oublie de vous offrir une tasse de thé. À moins que vous ne préfériez un café. Je ne voudrais pas... Mais vous ne me dérangez pas. Café ou thé? Un café, s'il vous plaît. L'armée a bien mis 3 jours à me renvoyer les restes mortels de Rudy. C'est ainsi qu'il désigne un cadavre. Pas uniquement un cadavre amoché, un cadavre tout court. Les restes mortels de Rudy sont revenus de Capissa dans un caisson en métal. Non, pas chez nous, bien entendu. Ni l'hôpital ni la caserne ne rendent plus les corps. Un cadavre chez soi, vous n'y pensez pas. Trop encombrant, trop visible. Isoler les morts des vivants, c'est devenu la règle. Le caisson en métal avec les restes mortels de Rudy a fait le voyage d'Orly au Fort Neuf de Vincennes dans un fourgon banalisé comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Je suis allée au fort à métro, mais pas avec la robe noire et les escarpins qui me font si mal aux pieds. À mon arrivée, c'est tout juste s'il ne m'a pas fallu prouver que j'étais la mère de Rudy. Photocopier mon livret de famille et ma carte d'identité ne leur suffisait pas. Ils m'ont fait signer et contresigner un tas de documents sur lesquels étaient dactylographiés
Terzieff Rudolf, né à Paris 12e le 3 mars 1986. Décédé en Kapisa, Afghanistan, le 23 août 2010. Au dos de chaque feuille, je devais inscrire Terzieff Ania, employée de maison, née à Moscou en 1959, résidente 8 rue du Chevalier de la Barre, Paris, 18e, naturalisée française en 1981. Leur paperasse remplie, un militaire m'a conduite à la chapelle ardente. Un type en civil m'attendait à l'entrée. Il s'est présenté comme étant l'ASS, l'assistant du service social. Et ses premiers mots, Aurélien, ses premiers mots ont été « Madame, vous ne pourrez pas embrasser votre fils ?» Il n'a plus de visage. Imaginez, non pas ma terreur, mais ma colère. Une colère sans parole ni pleurs, une colère Blanche. Oui, c'est ça, une colère aussi blanche que les bandelettes enveloppant la tête de Rudy, étendue en uniforme dans un cercueil offert par l'armée. Ôtez ces bandes, ai-je ordonné à l'ASS qui affirmait que Rudy n'avait plus de visage. Je veux en avoir le cœur net. L'ASS me regardait effaré. Madame, je vous en conjure, gardez le souvenir des traits de votre fils plutôt que... ôtez ces bandes. Je vous le demande ou je fais un malheur. Je n'ai rien trouvé d'autre à lui opposer que de provoquer un drame qui, dans mon esprit, équivalait à saisir mon fils à bras-le-corps et à l'emporter. L'a-t-il compris? Il s'est faufilé entre moi et le cercueil, croyant faire barrage à cette énième mère folle. Mais pas de rage, Aurélien, parce que la rage est une réponse de chien, pas de mère. Dans le manuel de psychologie de l'ASS, une mère ne devient folle que de douleur. Juste de douleur. Au motif qu'il serait naturel et donc dans l'ordre des choses qu'une mère, confrontée au reste mortel de son enfant, souffre jusqu'à en perdre la raison. Bien sûr que je souffrais, mais en sourdine, tant ma fureur l'emportait sur ma douleur. La rage, Aurélien, est un puissant analgésique. Puissant, mais éphémère. Ma rage est tombée à mes pieds quand l'ASS a retiré les bandes qui camouflaient le cratère creusé dans le visage de Rudy. Son front, ses yeux
Son nez, sa bouche, ses dents, même ses dents, avaient été pulvérisés par la charge de poudre. Il ne restait de la tête de Rudy que la coque de son crâne fêlé, comme une vieille assiette. J'observais ce vestige de la tête de Rudy et allais savoir pourquoi l'envie d'y plonger les mains m'a sauté dessus, comme s'il était impératif que je fouille dans le crâne brisé et vidé de mon fils, à la recherche d'une nécessité à ce massacre. Anya, vous me permettez de vous appeler Anya? Votre fils, Rudy, s'interrogeait aussi sur la nécessité de cette guerre qui résiste à dire son nom. Qui vous l'a dit? Votre frère? Abel ne parle plus. Je le tiens de Rudy. Du journal de Rudy. Quelqu'un l'a glissé dans la poche de ma veste. Je ne sais pas qui. Se faire connaître aurait été trop dangereux pour cette personne. Et d'autres, là-bas. Cet homme a lu le journal. Ou cette femme. Oui, je suppose qu'elle l'a lu. Sinon, elle aurait laissé les autorités s'en emparer. Le détruire. Qu'on n'apprenne pas que des soldats du rang doutent de la légitimité d'opérations menées au nom d'une liberté que, précisément, on refuse à ceux qui vivent et pensent autrement que nous. Rudy l'a écrit. Oui. Et votre frère, quelle était sa position? S'il en avait une, il n'aurait pas communiqué. Un sous-officier n'émet pas d'opinion. Il sert avec la rectitude indispensable à sa profession. C'est ce qui vous a éloigné de lui. Non. D'autres choses. Plus douloureuses. Plus intimes. Indicibles. Si Abel n'avait eu ce geste pour tenter de sauver votre fils au risque de... Je ne sais pas si... On ne peut pas savoir. La mécanique des sentiments ne s'arrête pas aussi facilement. Que devant les restes mortels de son enfant. Oui. Quelle heure est-il? 10h05. Pendant que je me coiffe, lisez-moi une page du journal de Rudy. Ce matin, ordre m'a été donné d'arrêter une vieille Toyota et d'en faire descendre main levée 2 commerçants pour les fouiller à corps. Je n'ai pas eu besoin de leur parler. Dans quelle langue l'aurais-je fait? Un signe de tête a suffi. Et les hommes, tenus en respect par nos tireurs, ont soulevé leurs pacoles de laine marron, remonté leurs larges tuniques et virevolté
de manière à montrer qu'il ne portait pas de ceinture d'explosifs. J'ai failli pleurer. Venez, il faut y aller.